Salut les passionnés, c'est Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de bonheur, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, qui est le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre rencontre finalement avec nos invités, toujours agréable à chaque fois de rencontrer des gens, des passionnés de la rando qui nous en apprennent davantage. J'aime beaucoup dire souvent, j'ai appris ce mot-là avec les gens qui étaient autour de Compostelle et de la rando. Moi, je suis un passeur d'informations dans le fond. Je reçois l'information de gens qui sont passionnés, je les repasse à vous qui êtes plus là en train de vous initier ou encore aussi d'autres passionnés. Alors, j'aime mettre les deux en lien finalement. Des ultra passionnés avec des nouveaux passionnés. Donc, je vous passe toute cette information-là. Et c'est ce qu'on fait les fois qu'on a un invité, comme on va voir encore une fois aujourd'hui. Grand plaisir donc de rencontrer des gens qui viennent nous partager ça et ça va être le cas encore une fois aujourd'hui. Ce qu'on aime faire en gros, là, c'est d'échanger sur la randonnée en général. Toute l'information que l'on touche ici peut être pour plein de randonnées et même ça peut déborder pour juste voyager léger. Ça peut être bon pour bien des gens ça, qui voyagent à travers le monde de manière régulière ou encore à vélo ou encore en moto. Mais essentiellement, on voyage et on échange sur la randonnée. On vous donne de l'information pour votre préparation, du matériel, des chemins. Et on parle de différents types également de randonnées. Entre autres, au Québec, on a 3 grands types de randonnées, ce qu'on appelle la rando autonomie. La rando autonomie, c'est beaucoup plus quand on est forêt, lac, montagne, raton laveur, beaucoup dans le bois, beaucoup dans la nature. C'est presque du camping sauvage jour après jour. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un gros sac, parce qu'on apporte beaucoup de matériel, donc ça prend un bon budget. Et on dort essentiellement dans des refuges ou avec sa tente, donc dans le bois. Nuit après nuit, finalement. Donc ça, c'est la rando autonomie. À l'inverse de ça, il y a ce qu'on appelle la rando tourisme. Donc, beaucoup plus touristique. On est là plus pour le côté touristique. On est plus choyé, douillet. On dort presque dans des draps de soie chaque soir. Donc, c'est beaucoup plus luxueux. Un beaucoup plus petit sac, mais un gros budget. Parce qu'on dort dans des chambres, dans des hébergements 5 étoiles. Donc, c'est différent comme expérience. Et c'est vraiment les deux extrémités. Et à l'intérieur de tout ça, dans le milieu, ce qu'on retrouve, c'est la rando communautaire. La rando communautaire, ben, c'est style pèlerinage, c'est style Compostelle, parce qu'on est une communauté de marcheurs qui marchent d'un village à l'autre, d'une communauté à l'autre. Pas un troupeau, hein? Une communauté qui s'étire sur le chemin, mais qui se promène d'un village ou d'une communauté à l'autre. Donc, la rando communautaire, ben, c'est un moyen sac avec un moyen budget et on dort essentiellement dans des gîtes, style dans des dortoirs. Donc, on aime beaucoup vous partager toutes ces informations. C'est ce qu'on fait avec nos différents invités. C'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui. Donc, parler de tout ça. N'oubliez pas en tout temps aussi, c'est possible de nous rejoindre par messagerie, courriel ou encore Facebook si vous avez des suggestions d'invités qu'on pourrait avoir. Et si vous avez des questions, entre autres, sur les randos séjours que l'on fait, les randos séjours, c'est vraiment pour s'initier à la rando longue durée. On part pendant une semaine sur le chemin du Québec. Donc, 9 jours, 8 nuits, toujours sur un tronçon du chemin du Québec, donc ce 1200 km entre Montréal et le bout du monde. Et puis, on marche chacun à son rythme. C'est pas des troupeaux, c'est pas des voyages organisés classiques, là. Au contraire, beaucoup de liberté. Je sais pourquoi j'aime les appeler des randos séjours libres, mais accompagnés. Vous savez toujours qu'il y a quelqu'un là qui vous accompagne, secouriste, au cas où que vous avez des questions, des pépins, etc. Donc, qui ferme la marche, mais vous avez beaucoup de liberté pour marcher au fur et à mesure que vous êtes sur le sentier avec les randos séjours. Et vous aurez plus de détails là-dessus en allant faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Directement de la Savoie en France, avec un accent du sud-ouest et moi, mon accent québécois. Je rejoins Martine qui est là. Bonjour Martine. Bonjour. Martine qui va nous parler. Notre sujet principal aujourd'hui, c'est le chemin ou le Camino Mozarabe. Mais il y en a plein d'autres parce que Martine a plein d'expériences sur les chemins. On va peut-être les effleurer un peu à travers tout ça, là. Mais avant toute chose, comme j'aime bien placer le tout, j'aime bien savoir un peu davantage à qui on parle. Martine, si tu avais à écrire ton autobiographie, qu'est-ce qu'on retrouverait à l'intérieur? Alors, qu'est-ce qu'on retrouverait à l'intérieur? Alors, Martine, elle a 69 ans.
Elle a enseigné pendant 4 ou 5 ans. Et puis, elle a élevé ses 2 enfants, ses 2 filles. Martine a toujours aimé la lecture, elle a toujours aimé la nature et elle a toujours aimé marcher. Mais Martine n'a jamais été une grande sportive, absolument pas. Martine, elle préférait, si elle pouvait, elle restait dans le vestiaire hein, à l'heure de gym, voilà. Euh, Pas paresseuse, mais non, pas sportive du tout, du tout. Et puis, lorsque nous sommes venus vivre en Savoie, ben, il y avait la montagne qui nous entourait, et puis il y avait ces sommets, et Martine, elle s'est dit, j'aimerais bien quand même aller voir là-haut. Et donc voilà, tout a commencé un petit peu comme ça, hein, cette marche-là. OK. Et puis ensuite, donc en 2005-2006, à la suite de la mort assez rapide de ma maman, je me suis rendue, enfin, nous sommes passés au Puy-en-Velay avec Jean-Pierre, et parce que c'était pas très loin justement de l'Auvergne, cette région où ma maman repose désormais. Et nous nous sommes arrêtés au Puy-en-Velay lorsque nous sommes sortis de la cathédrale, prêts à partir, à rentrer chez nous. J'ai regardé au loin et je me suis tournée vers Jean-Pierre et je lui ai dit et si on y allait à Saint-Jacques? Comme ça, hein, sans... Et il m'a dit bah ouais, c'est une bonne idée, tu te sens prête? Je lui ai dit bah oui. Bon, on n'a pas beaucoup d'entraînement, je lui ai dit bah on va se préparer un petit peu, etc. Et c'était un petit peu comme, ouais, comme un appel, ouais, j'en avais besoin. J'en avais besoin. Et puis j'ai toujours aimé l'histoire. Et je crois que quand j'étais enfant, j'avais dû lire des histoires comme ça de pèlerins. Et il devait y avoir quelque chose d'un peu mystérieux là qui m'attirait. Je sais pas. Il y avait quelque chose depuis fort longtemps qui devait dormir en moi. Dis-moi, par contre, ça c'était en 2007, suite au décès de ta mère, et là vous vous dites, est-ce qu'on y va? Mais c'était pas automatique, là. Ça a pris quelques semaines, quelques mois avant que vous vous prépariez pour partir. Alors, ben, nous sommes rentrés chez nous en Savoie et puis nous avons commencé à marcher. Et donc, on a pris nos petits sacs à dos parce que c'était l'hiver, hein, oui, c'était la mauvaise saison et on voulait partir au printemps. Alors, ben, on a marché sur comment dire, des voies cyclables, choses comme ça. Et puis, on mettait des livres dans nos sacs parce que pour nous s'entraîner à marcher avec du poids, voilà, on a mis des bouquins. Hein, et, et puis on a trouvé qu'on faisait facilement ouais, 10 km, 15 km. Ouais, donc pourquoi pas. Voilà. Donc n'importe qui peut le faire. Hein. C'est bien dit, ça. J'aime ça de dire ça. Effectivement, il y a tellement de gens qui se sentent intimidés quand ils nous voient marcher Ouais, 15, 20, 25 kilomètres. ouais, Et c'est vrai qu'au départ, ça peut avoir l'air intimidant. C'est vrai quand même, ouais, hein, Martine? tout à Mais fait. quand on y prend goût, puis quand on y va un Ouais, pas à la fois, puis ça se fait, je veux dire, c'est pas la fin. C'est comme n'importe quoi, ça s'apprend. Alors, complètement. Complètement. Et puis c'est dans la nature humaine de marcher. L'homme, il est né pour marcher. Il s'est mis debout, c'était pas pour rester, enfin, pour rester immobile, quoi. C'est clair qu'il devait marcher. écoute, Voilà. je veux qu'on parle donc du chemin du Camino Mozarab, mais avant, euh, je veux juste, parce que vous avez commencé ensemble à marcher en 2007, le chemin du Puy, et puis vous avez pratiquement jamais arrêté depuis ce temps-là. Je regarde la liste des chemins que vous avez fait. Vous avez Ouais, ouais, vraiment oui. une belle collection de chemins. Puis aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y avait tous ces chemins-là, mais aujourd'hui, je voulais surtout parler du chemin Mozarab parce que c'est un chemin qui est moins fréquenté, moins connu, etc. Mais avant, le premier chemin que vous avez fait là, en 2007 à partir du Puy, comment ça s'est passé, cette toute nouvelle expérience-là dans votre vie? Comment ça s'est passé? Bah, j'ai été surprise de la facilité. C'était facile. C'était facile. Ouais. C'était fatigant. Ben, c'était normal que ce soit fatigant. Mais enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai un souvenir de facilité, malgré les ampoules. Malgré les ampoules, parce que alors j'ai eu des ampoules, ça a été quelque chose d'épouvantable. Jean-Pierre a dit souvent, moi, si j'avais eu ces ampoules, je rentrais à la maison. Ben, moi, je suis pas rentrée à la maison, mais c'est vrai que je suis bien accompagnée. J'étais bien accompagnée quand même. Je reconnais que j'étais bien accompagnée, donc on s'arrêtait, on se soignait. Bon, voilà quoi. Et je fais une parenthèse à propos des ampoules. Depuis que je porte des chaussettes de contention pour marcher, je n'ai plus jamais eu d'ampoule. Bon, Alors je voilà, ferme la parenthèse. le message est lancé si jamais ça peut aider des gens. Est-ce que vous avez Voilà. toujours fait toi et Jean-Pierre, toujours ensemble? Oui, toujours, ouais, Vous avez- toujours, Mais sur le toujours. chemin, vous avez appris à marcher parfois seul et à votre rythme.
Absolument, oui, 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 absolument, parce que, mais enfin, lui est en général devant. Il m'attend plus loin, parce que voilà, parce que nous ne fonctionnons pas du tout pareil, bien sûr. Moi, je m'arrête, je fais des photos, je rêvasse. Je me retarderai beaucoup. Heureusement que j'ai une bonne locomotive, parce que le wagon, il n'arriverait pas à l'heure en gare. C'est bon. Raconte-moi l'histoire du chemin Mozarabe, comment c'est arrivé dans votre vie, à toi et Jean-Pierre. Est-ce que vous le connaissiez pas avant, puis vous aviez décidé de commencer par la Via des Plata, puis après vous l'avez Ah, connu. Comment ça s'est passé, ça? ah ben, ça s'est passé, comme je disais comme je disais tout à l'heure, par l'intermédiaire de Michel qui nous en a parlé. Et moi, j'étais très très curieuse effectivement d'aller découvrir ce chemin. Et la principale raison étant ben, la curiosité historique, parce que je savais que c'était un chemin qui était chargé d'histoire. C'est une région d'Espagne qui est, enfin toute l'Espagne est chargée d'histoire, mais en particulier tout le sud de l'Espagne, toute l'Andalousie avec l'occupation musulmane, etc., etc. Et puis surtout, nous savions que ce serait un chemin très tranquille, avec très très peu de fréquentation. Et ça nous attirait énormément. Parce que quand le chemin est très très fréquenté, à un moment donné, on ne sait plus trop où on est. Ça, voilà. Mais ça vous, toi et Jean-Pierre, ça vous dérangeait pas? Ça vous faisait pas un peu peur quand même? Parce que les repères sont moins évidents, les hébergements sont moins fréquents, le chemin est plus aride. Vous aviez pas une petite crainte? Non, moi j'avais pas, enfin, non, jamais, enfin, j'avais pas peur parce que je pense que je n'avais pas peur accompagné par Jean-Pierre. Et puis je n'avais pas peur parce que bon, je pratique un peu la langue espagnole. C'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un peuple que j'aime beaucoup. Et en fait, ça s'est toujours bien passé. Je pense que si on part positif, les choses, elles se dégagent presque devant vous, quoi. Enfin, Ben, parfois, il y a des choses quelquefois qui ont été un peu difficiles, c'est vrai, mais je sais pas, j'avais une confiance assez inébranlable, ou alors un peu d'inconscience, ou alors un peu d'inconscience. ça, C'est j'entends ça possible. souvent des marcheurs. Un peu de naïveté, inconscience. Mais Oui, il faut oui, dire aussi que tu avais presque une dizaine d'années d'expérience sur différents chemins, voies, oui, oui, caminos. c'est Donc vrai, ça, évidemment, ça nous donne une confiance supplémentaire. c'est vrai. Dis aux gens qui nous regardent, le Camino, donc oui, le Camino Mozarabe, commence à quel endroit, puis termine à quel endroit? Alors, le Camino Mozarabe, il commence soit à Almeria, dans le sud de l'Espagne, soit à Malaga. Malaga-Almeria, à un moment donné, se rejoint, je crois, à Baena. Je crois que ça s'appelle Baena. Et puis après, c'est une voie commune. Mais les deux, on a fait les deux parce que bon, les deux nous tentaient. Donc, on est revenu une fois pour faire spécialement Malaga-Baena. Et puis, il y a aussi, on est revenu aussi à Jaén parce que depuis Jaén aussi, on peut rejoindre on peut rejoindre Baena. Et puis, donc, ensuite, tout droit sur Mérida. C'est, c'est un chemin chargé d'histoire et marqué par les civilisations qui ont fait l'Espagne d'aujourd'hui et puis l'Europe peut-être d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de traces dans les moindres villages. Comment dirais-je? La topographie est merveilleuse. On traverse une région qui est très proche du désert de Tabernas où ont été tournés de nombreux films de western. Enfin, en Europe, ces westerns, enfin, c'est des westerns qui étaient les westerns de Sergio Leone avec Sergio Leone. Là. C'est dans le désert de Tabernas. On traverse un petit peu cette végétation-là, ce décor-là. C'est c'est bien. Alors, pour bien préciser pour les gens qui peuvent nous regarder, donc Malaga au sud de l'Espagne, Oui. juste l'autre côté, ben, c'est l'Afrique finalement, de la petite rivière qu'il y a là. Donc, de Malaga jusqu'à Mérida, c'est ce qu'on considère être le Camino Mozarabe. Et à partir de Mérida, c'est ce qu'on appelle la Via des Plata que vous avez fait, mais Absolument. qu'on peut glisser un mot également. Mais je pense que les deux doivent se ressembler un peu, la Via des Plata et le Mozarabe. Ah non, c'est différent, c'est OK? différent. Ouais, ouais, c'est différent. À Mérida, les choses changent un petit peu, la végétation change un petit peu. C'est un petit peu différent. Il y a plus de hêtres, on est plus dans l'Extrémadour. Euh, c'est vrai que je me souviens pas de tout, mais non, c'est différent. C'est Revenons sur différent. le Mozarabe.
Comment ça s'est passé, ça? Parce qu'on le dit, là, c'est beaucoup moins fréquenté que le Camino Frances et Oui. c'est une autre expérience. Les hébergements, j'imagine, sont plus rares. Il faut chercher un peu plus. Les cartes, je veux dire, on n'a pas des miam-miam de dos, des repères pour ça. Comment ça se passe, Ouais. ce chemin-là? Comment on se prépare? Aussi, je crois que maintenant il existe des, enfin il y a surtout une association, les associations du Camino aux Arabes, que ce soit à Almérie ou à Malaga, mais enfin, notamment moi je connais en particulier celle d'Almérie, hein, ce sont des associations extrêmement efficaces. Les gens s'investissent énormément. Là actuellement, ils envoient sur les sites, ils sont en train de repeindre toutes les flèches jaunes pour de manière à bien signaler, enfin ils perdent pas leur temps. Ils veillent à ce que l'accueil soit, que les hébergements soient propres, soient bien tenus, qu'il y ait quelqu'un pour vous accueillir. Il y a beaucoup de solidarité, c'est-à-dire que quand vous partez d'Almérie, on vous laisse des coordonnées de quelqu'un à joindre en cas de difficulté. Et puis c'est un petit peu, bon, les informations se sont transmises, quoi. On se sent pas lâché dans la nature. On OK. se sent assez accompagné. Donc, ce que j'entends, c'est quand on sait où chercher, on peut retrouver amplement Absolument. d'informations pour se préparer Ouais, pour ouais, ce chemin. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ils sont formidables. OK. Ils sont formidables. Puis le terrain en tant que tel, la ville, c'est aride, c'est quoi, c'est qu'est-ce qu'on retrouve Ben, comme il y a chemin? du caillou, hein, il y a du caillou, il y a du sable, mais il y a aussi des oliveraies, des champs d'oliviers, ouais, des oliveraies à perte de vue, la solitude. Mais bon, de temps en temps, il y a quelques ouvriers dans les champs, on peut discuter avec eux. Voilà. Il y a aussi la gastronomie, mais la gastronomie, c'est vrai que moi, je n'y pense pas parce que c'est le cadet de mes soucis, ça m'intéresse pas du tout. Pourvu que j'ai un morceau de pain, mais voilà, donc je parlerai pas de la gastronomie, mais il y a une fameuse gastronomie. Michel Cerdan vous en parlerait beaucoup mieux que moi. Et est-ce qu'on peut, pour ce qui est physiquement, est-ce que c'est plus dur que les autres? Je pense que c'est plus chaud en tout cas, là, mais et physiquement, est-ce que c'est plus difficile que les autres chemins? Alors, physiquement, non. Moi, je dirais non. Non, je dirais non. Peut-être quelquefois des étapes ouais, un peu plus difficiles. Et puis ça dépend aussi de chacun, parce que parfois il y a enfin, des étapes qui paraissent dont quelqu'un va vous dire c'est extrêmement difficile et puis vous allez le faire aisément. Et une autre fois, des choses très faciles. Vous, ce jour-là, vous serez pas bien, vous serez fatigué et puis vous galérerez, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire? C'était non, la topographie, non, c'est agréable, c'est de la poussière, hein. Et là, oui, les saisons. Alors, les saisons, moi, je recommanderais le mois de mars, le mois d'avril, peut-être le mois de mai, mais certainement pas juin, juillet, août, et septembre limite, hein, plutôt octobre. Voilà. Après, je connais quelqu'un, enfin, parmi les contacts que j'ai avec l'association, il y a un Michel Dozon, qui a marché, je crois, en juillet, août, quelque chose comme ça, avec un parapluie. Enfin bon, moi je dis, c'est merveilleux, c'est formidable d'arriver à le faire. Moi, je ne risquerais Mais, pas. mais c'est le sud de l'Espagne, ça doit se marcher merveilleusement bien, même en hiver. Et je pense que ça va bien se marcher en hiver. Voilà. Mais en hiver, il fait froid aussi, hein. Martine, Détrompez-vous. Oui, c'est quoi d'accord. froid pour vous, là? Mais il y a quand même la Sierra Nevada. Non, non, mais il y a la Sierra Nevada. OK, donc, Mais il y a la Sierra Nevada, donc il y a quelquefois il y a la neige sur la Sierra Nevada. OK. Mais pourquoi pas, oui, pour vous, oui, effectivement, invincible. Hey, dis-moi, Martine, il nous reste à peine 5 minutes. Sur un chemin comme ça, on voit pas beaucoup d'autres marcheurs pèlerins, là. On en voit, mais pas souvent, j'imagine. Oui, on en a rencontré, si, si, on en a rencontré quelques-uns, hein, des Allemands, des Polonais, une Russe une fois. Euh, on rencontre, mais peu, peu, mais bon, il y en a quand même. Et puis depuis 2019, je pense que la fréquentation a dû augmenter. OK. Elle a dû augmenter. Mais vraiment, les hébergements et les associations, enfin, entrer en contact avec eux, c'est bien. Quand on part de Malaga pour se rendre jusqu'à Mérida, qui est la portion du Camino Ouais, Mozarabe, c'est combien de kilomètres? aucune idée. C'est pas elle qui s'occupe de ça, c'est Jean-Pierre. Ah ouais, complètement. Alors l'intendance, rien. Non, je sais pas, 100 km. Ouais, c'est petit, enfin, c'est court, hein, c'est court, Malaga Baena, c'est court. Ben, moi, je dirais plus un 300 kilomètres. Je regarde ça rapidement sur la carte pendant Ouais, qu'on jase. Moi, je dirais
250, 300, rapidement comme ça, là. Je ne l'ai pas calculé. Il faudrait que je fasse Attends, un... je vais vérifier. Ben, bon, ben alors qu'elle a disparu, je vais faire la même chose. C'est du direct, hein, c'est comme ça que ça se passe. Malaga, on parle ici. Ah, ben, tu sais, je n'étais pas trop dans le champ. C'est environ 400 kilomètres. Alors, ouais, c'est un bon 400 kilomètres. Donc, pour se rendre à Santiago, ça doit être au total, ça doit être pas loin de 1500 kilomètres. Je fais un calcul. Ah, c'est à peu près 1000 kilomètres peut-être pour se rendre, ou 1200. Ouais. 400 kilomètres. Donc, pendant que j'ai perdu mon invité, ça n'a pas de bon sens. Ah boy. OK, donc 400 kilomètres de Malaga jusqu'à Mérida. C'est la portion qu'on appelle le Camino. Bon, Le Camino. je reviens, Non, excuse-moi. mais Excuse-moi. je l'ai trouvé. C'est environ 400 kilomètres Oui, mais non, non, tu dis 400 kilomètres, mais entre quoi et quoi? entre Malaga et Mérida. Ah oui, oui, c'est ça. Tandis que moi, je pensais Malaga, Baena. Ah, OK, Malaga, d'accord. Baena, c'est court. Oui. Voilà. Et donc, on faisait Malaga, Baena, Baena, Alcaudete. OK. Et c'est Alcaudete et Raën. Et on va à Raën. Et après, on OK. peut revenir sur nos pas On- et puis on rejoint C'est bon. Moi, la je voyais le Bolivie. point de départ, puis le point final et tout, 400 kilomètres. Oui, Écoute, bien sûr, bien sûr. on a presque terminé, mais avant de se quitter, j'ai l'impression qu'on pourrait jaser encore plein d'autres expériences que tu as. Peut-être qu'on va se redonner un autre rendez-vous, Martine. J'aime beaucoup Ah ouais, si tu veux, ton- oui. ton énergie et tout. Mais dis-moi en terminant, là, de tous ces chemins-là, je pense que depuis 2007, tu as marché presque à chaque année. Mozarabe, Le Puy, Via des Plata, Norte, Inglis, Lisbonne. Wow! Belle collection de chemins. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Ah, pourquoi je fais ça? Ah, pourquoi je fais ça? Bah, parce que ce sont les moments de ma vie où je me sens le plus libre. Parce que quand on part marcher comme ça, c'est extraordinaire. On a juste le sac à dos, on a trois bricoles, on s'est jamais trop chargé. Parce qu'on s'est vite rendu compte, enfin, on a compris assez vite que voilà, il fallait très très peu de choses, hein. Il faut deux chemises, il faut, voilà quoi. Et on lave le soir en arrivant, et puis c'est sec le lendemain, puis si c'est pas sec, on remet le truc sale, et puis ça tue pas le chien. Enfin, c'est simple. Et puis c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Bon, voilà. Après, celui qui m'a le plus marqué, peut-être que le premier chemin que j'ai fait m'a beaucoup aidé sur un plan moral, psychologique, parce que j'étais dans une période douloureuse. Et il m'a permis oui, bien, à bien vivre peut-être le départ de ma maman. Je me suis sentie vraiment libérée quand je suis arrivée à Fistera et pleine ouais, d'ardeur et de confiance pour continuer à marcher. Voilà. Après, au point de vue géographique, tout ça, le nord est quand même pas mal. Et Mozart est très fort et très puissant en histoire. En histoire. Écoute, Pour moi. sincèrement, Martine, tu me donnes le goût. C'est pas un chemin qui me colle beaucoup, qui me parle beaucoup parce que j'en entends. Mais de t'entendre le décrire et tout, ça m'invite beaucoup. Alors, Ouais. on va se quitter là-dessus. Ton nom de famille, c'est bien Montillet, hein? Oui, c'est le nom de mon père. Martine Montillet en direct de Savoie. Merci beaucoup, puis on se donne un autre rendez-vous. D'accord. Au revoir. Merci. Définitivement, toujours agréable d'avoir des invités passionnés et passionnants qui nous font apprendre plein de choses sur la rando communautaire, oui, en général, mais également sur ce mode de vie de liberté, finalement, et sur l'être humain. En bout de ligne, hein. Alors, merci à ces nombreux invités qui viennent régulièrement. Si vous avez des gens que vous connaissez qui feraient de bons invités, gênez-vous pas pour me contacter, pour m'en jaser. Ça me fera plaisir donc d'échanger et de les avoir ici pour enrichir. C'est ce que j'aime faire, hein, mettre en valeur la rando communautaire, mettre en valeur la liberté, mettre en valeur l'être humain finalement qui découvre tout ça avec nos rencontres comme on fait ici. Et j'aime beaucoup aussi donner beaucoup d'informations. Moi, je suis un bonhomme qui vient du domaine des communications, des médias. J'ai beaucoup œuvré en radio et en télé. Et puis, j'aime prendre donc maintenant mes expériences, mes expertises, mon talent de communicateur, jumelé avec mon plaisir, ma passion de la rando communautaire pour vous partager beaucoup d'informations
d'informations sur la rando communautaire, comment c'est bon et agréable de partir, de se faire du bien, de se libérer la tête finalement. Et je fais ça avec plein de rencontres, de conférences, entrevues, des webinaires, tout à fait gratuitement. Il y a également plein de documents PDF, etc., qui circulent, que vous pouvez avoir gratuitement pour vous aider à faire en sorte que la rando devienne accessible, agréable et abordable. Puis après ça, ça vous tente de vous rendre plus loin là-dedans, vous voulez amener ça à un autre niveau, vous voulez découvrir davantage, bien, j'ai différents programmes de préparation qui existent. Il y en a qui sont 100% en ligne, que vous allez avoir, vous pouvez regarder de partout à travers le monde selon votre horaire. Beaucoup de temps, plusieurs heures finalement, pour vous expliquer comment ça marche la rando au Québec ou encore Compostelle, où marcher, où manger, où dormir. Également, tout sur l'équipement, le bon sac, le bon poids, la bonne grosseur, pourquoi avoir des bâtons, quel genre de souliers, de bas, les vêtements, plein d'informations comme ça que je vous offre. Donc, autant avec ce qu'on appelle la programmation, les programmes en ligne, mais également, il y a des programmes hybrides qui sont en partie en ligne, mais également, si ça vous tente, il y a des activités qui se font en personne, que vous pouvez participer et échanger avec d'autres passionnés. Encore une fois, vous avez toute la formation que je viens de mentionner. Il y a le programme aventurier, passionné ou encore la totale. Dans chacun, vous avez des choses différentes, mais à la base, vous avez quand même la formation au complet qui est à l'intérieur, le programme de préparation qui est à l'intérieur. Vous avez également toutes les entrevues que je fais, les conférences que je fais avec des passionnés de partout à travers le monde qui viennent nous enrichir davantage. Et puis, vous avez aussi les randos initiation retrouvailles, activités que vous pouvez faire en personne si ça vous adonne, donc que vous pouvez participer pendant l'année, des randos d'1 jour, donc pour découvrir la rando de longue durée. Donc ça, c'est les programmes aventuriers, passionnés ou encore la totale. Puis sinon, ça vous tente d'être en personne, on appelle ça les week-ends préparation rando. C'est un week-end complet, c'est près de 20 heures de préparation, formation. C'est les samedis théoriques techniques et toutes les formations que je viens de vous mentionner, mais là, on le fait en personne. Et en plus, le dimanche, bien, on a une pratique. On va marcher sur le chemin du Québec, un 15 à 25 km. Donc, pour mettre tout ça en pratique, j'ai d'autres cliniques que je vous donne pour vous aider à bien vous préparer. Donc voilà, vous allez retrouver ça sur le site Internet. On fait également du team building, il y a des activités scolaires, des conférences qui se donnent dans les centres de loisirs ou encore dans les bibliothèques, des randos d'1 jour, de week-end ou encore de semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle pour se ressourcer, relaxer, prendre du recul finalement, et c'est ça qui est vraiment agréable. Alors, allez faire un tour sur le site Internet, vous allez découvrir tout ça. C'est sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.